La semaine dernière, un robot gigantesque, le fameux Mechadilla, a soulevé un vaisseau de 50 mètres de haut pour le placer sur son booster mesurant 9 mètres de large. Et le Ship 25 a pivoté sur le booster 9 et a été lentement abaissé pour obtenir son alignement parfait. Et c'est alors que le booster a commencé à supporter le poids du vaisseau. Et Ship 25 et booster 9 sont désormais le troisième ensemble de véhicules à être entièrement empilés sur le support de lancement orbital. Et cette fois, c'est le record de la fusée la plus haute de tous les temps qui vient d'être battu, mes amis. Et grâce au hot staging, ben oui, elle devient officiellement la plus haute. Et je sais pas vous, mais je pense qu'on peut dire que nous sommes prêts. Ben oui. Et par la suite, les sections moteurs du booster 9 ont été purgées pendant environ 4 minutes. C'est la chronologie que SpaceX utilise entre le premier allumage et l'arrêt du boost back habituellement. C'était probablement déjà un test de simulation de vol. Les ailerons de la grille du booster 9 ont été actionnés et les baguettes se sont ouvertes complètement en s'abaissant légèrement puis en revenant à la position précédente. Mes amis, une répétition générale à sec qui est essentiellement un compte à rebours de lancement complet sans impliquer de charge propulsive vient d'être complété. Le prochain test en vol est très bientôt. D'ailleurs, à la suite des échanges entre la FAA et SpaceX, c'est bien Elon Musk nous partage les fameuses actions correctives qui sont tous finalisées. Félicitations à SpaceX pour avoir complété et documenté les 57 éléments requis par la FAA pour le vol 2 de Starship. Il convient de noter que 6 des 63 éléments font référence à des vols ultérieurs. SpaceX, la FAA, les enquêtes. Aujourd'hui, je vous explique comment tout ça fonctionne en Amérique. Oui, parce que Transport Canada, que nous connaissons bien ici, ressemble vraiment à la FAA américaine. Et vous allez probablement mieux interpréter cette section de bureaucratie, disons... nécessaire. Et vous allez également comprendre pourquoi je suis persuadé que le prochain lancement de SpaceX aura lieu très bientôt. Êtes-vous prêts pour votre voyage à travers le présent? Le passé, on va parler de la mission Gemini 8 cette semaine. Et le futur, une 9e planète, c'est sérieux ça? Bienvenue dans votre Actualité spatiale. Oh! Let's go. Autopilot activated. Mes amis, après le premier lancement du Starship Super Heavy, eh bien SpaceX a mené son enquête. Oui, c'est particulier, mais la compagnie a publié ses actions correctives. Je vous explique. Tout d'abord, il est bon de savoir que SpaceX, la compagnie elle-même, pré-rédige un plan d'enquête sur un accident avant même d'effectuer le lancement. Et ensuite, eh bien, ils exécutent leur plan s'ils ont un véritable accident. Et la FAA examine formellement le plan ainsi que les résultats de l'enquête et les actions correctives recommandées par SpaceX. Mais de manière informelle, ils savent déjà ce qui s'en vient parce qu'ils ont une étroite collaboration. Ben oui. La FAA fournit par la suite des commentaires et pourrait recommander d'ajouter quelque chose si cela est justifié, mais leur tâche principale, c'est de vérifier et de faire en sorte que SpaceX fasse ce que SpaceX a promis de faire une fois le rapport final approuvé. Mais en réalité, plus de 90%, puis peut-être 100%, on ne sait pas, des actions correctives, dont 63 que SpaceX doit répondre, peuvent être terminées avant même que le rapport ne soit formellement soumis. Puis ça dépend simplement de la façon dont les causes profondes sont comprises et faciles à corriger. Et le grand public croit souvent que la FAA rédige toutes les mesures correctives en disposant d'une grande équipe de personnes qui mènent l'enquête avec un niveau de sévérité extrême. Le grand méchant gouvernement, mais non. Vraiment pas. Non, les employés de l'organisation ne sont pas formés de cette façon. La FAA et leurs collègues de la NASA qui possèdent l'expertise technique appropriée sont en contact étroit avec l'équipe de SpaceX par l'intermédiaire du responsable de la fiabilité des vols de la compagnie. C'est là que résident les ingénieurs en chef de SpaceX. Et dans la vidéo que j'ai publiée vendredi, je disais que le rapport avait trouvé plusieurs causes à l'accident, mais n'en avait identifié aucune. Mais c'est de l'ironie, mais c'est un peu ça. Les déclarations publiées par le gouvernement restent généralement vagues mais factuelles, souvent au grand désarroi des médias sociaux et traditionnels qui veulent une nouvelle croustillante et pleine de conflits. Puis il est dans l'intérêt d'une agence gouvernementale de conserver sa flexibilité, travailler avec ceux qu'elle supervise. En gros, ils veulent s'éloigner des politiciens, des journalistes et des chaînes YouTube pièges à clics. Attention.
Des déclarations incendiaires pourraient rallier les politiciens d'un côté ou de l'autre et le travail de SpaceX et de la FAA pourrait devenir chargé et plus difficile. Beaucoup de gens souhaitent que ça se produise pour de nombreuses raisons. Si l'approbation finale échoue, c'est souvent à cause d'une action corrective trop sujette à interprétation. Refondre de la rampe de lancement pour augmenter sa robustesse. Vous voulez décomposer ça en actions discrètes, mais en réalité, que veut dire le mot robustesse? Qui est anormal. Il est correct. Avec mon premier chapitre qui vous explique un peu la relation entre la FAA et SpaceX, eh bien, j'ai eu envie de vous partager la déclaration que SpaceX a faite sur son site Internet. Le premier test en vol de Starship a fourni de nombreuses leçons apprises qui contribuent directement à plusieurs mises à niveau de l'infrastructure du véhicule et de l'infrastructure au sol afin d'améliorer la probabilité de succès sur les futurs vols du vaisseau spatial. Et cette approche de développement itératif rapide a été la base de toutes les principales avancées innovantes de SpaceX, y compris Falcon, Dragon et Starlink. Et SpaceX a dirigé les efforts d'enquête à la suite du vol avec la supervision de la FAA et la participation de la NASA et du National Transportation and Safety Board. Starship et Super Heavy ont décollé avec succès pour la première fois le 20 avril 2023 à 8h33 depuis la rampe de lancement orbitale de Starbase au Texas. Et le vaisseau spatial a grimpé à une altitude maximale d'environ 39 km au-dessus du golfe du Mexique. Et pendant l'ascension, le véhicule a subi des incendies dus à des fuites de propergol dans l'extrémité arrière du booster Super Heavy qui a finalement rompu la connexion avec l'ordinateur de vol principal du véhicule. Et ça a entraîné une perte de communication avec la majorité des moteurs de surpression, puis en fin de compte, le contrôle du véhicule. Et SpaceX a depuis mis en œuvre des mesures d'atténuation des fuites et amélioré les tests sur le moteur et le matériel d'appoint. Et en tant que mesure corrective supplémentaire, SpaceX a considérablement étendu le système d'extinction d'incendie préexistant de Super Heavy afin d'atténuer les futurs incendies de la baie de moteur. Et le fameux système de sécurité de vol autonome, le AFSS, a automatiquement émis un ordre de destruction qui a tiré tous les détonateurs comme prévu après que le véhicule se soit écarté de la trajectoire prévue, ait perdu de l'altitude et ait commencé à tomber. Mais après un retard inattendu après l'activation de l'AFSS, Starship s'est finalement cassé 237,474 secondes après l'allumage du moteur. Et SpaceX a amélioré et requalifié l'AFSS pour améliorer la fiabilité du système. SpaceX met également en œuvre une suite complète de mise à niveau des performances du système sans rapport avec les problèmes observés lors du premier test en vol. Par exemple, SpaceX a construit et testé un système de séparation en phase chaude, dans lequel les moteurs en deuxième phase de Starship s'enflammeront pour éloigner le vaisseau du booster. Et de plus, SpaceX a conçu un nouveau système électronique de contrôle vectoriel de poussée, le TVC, pour les moteurs Super Heavy Raptor. Et en utilisant les moteurs entièrement électriques, le nouveau système a moins de points de défaillance potentiels et est nettement plus économe en énergie que les systèmes hydrauliques traditionnels. SpaceX a également apporté des améliorations importantes au support de lancement orbital et au système de pad afin d'éviter une récurrence de la défaillance de la fondation observée lors du premier essai en vol. Ces améliorations comprennent des renforts importants à la fondation et l'ajout d'un déflecteur de flamme que SpaceX a testé avec succès à plusieurs reprises. Et écoutez bien, la suite est très importante. Tester le matériel de vol de développement dans un environnement de vol est ce qui permet à nos équipes d'apprendre et d'exécuter rapidement des modifications de conception et des mises à niveau matérielles pour améliorer les chances de succès à l'avenir. Nous avons beaucoup appris sur les véhicules et les systèmes au sol lors du premier essai en vol du Starship. L'amélioration récursive est essentielle alors que nous travaillons à la construction d'un système de lancement entièrement réutilisable, capable de transporter des satellites, des charges utiles, de l'équipage et du fret vers une variété d'orbites et de sites d'atterrissage terrestres, lunaires ou martiens. Wouh! Et nous sommes rendus du côté de la Lune. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer prochainement du côté de notre satellite naturel?
Eh bien, la nuit s'est officiellement couchée près du point d'atterrissage de Chandrayaan-3. L'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan ont été endormis par l'agence après environ 2 semaines d'objectifs de mission réussis. Et Pragyan s'est éloigné de 100 mètres du site d'atterrissage, puis avant de s'endormir, l'atterrisseur Vikram a rallumé ses moteurs pour faire un petit test de saut. Il est monté d'environ 40 cm, puis est redescendu à environ 30 à 40 cm. 3 de ses charges utiles ont été redéployées, puis ont effectué une série de nouvelles observations à partir de cet endroit. Et c'était un excellent test. C'était une démarche très intéressante de la part de l'ISRO pour avoir plus de données, plus d'informations. Alors oui, mes amis, c'est officiel, l'atterrisseur et le rover sont en ce moment même en train d'hiberner au cas où ils pourraient traverser la nuit lunaire parce que le soleil ne se lèvera pas avant le 22 septembre. Il s'agit d'ailleurs d'une dernière image de l'atterrisseur prise par le Lunar Reconnaissance Orbiter. Et pendant ce temps, un autre lancement a eu lieu, mais cette fois-ci du côté de la JAXA. Le Japon a envoyé un nouveau télescope spatial à rayon X sur une orbite terrestre basse, puis un premier petit atterrisseur lunaire en route vers la Lune avec un seul lancement mercredi soir. Une fusée Mitsubishi Heavy Industries H-2A dans une configuration dotée d'une paire de propulseurs solides SRB-A3 décollée du centre spatial japonais. Et la fusée transportait dans son carénage de 4 mètres de diamètre le Smart Lander for Investigating Moon ou SLIM. Et ça, c'est pour l'agence japonaise d'exploration aérospatiale, la JAXA. Et il y avait également le XRISM ou XRISM, un observatoire à rayon X conjoint JAXA-NASA avec la participation de l'Agence spatiale européenne. Et SLIM ne prendra pas de route directe vers la Lune. Après une combustion de l'orbite de transfert lunaire, il va effectuer un survol lunaire, se dirigeant vers une large boucle s'éloignant du système Terre-Lune et revenant sur l'orbite lunaire d'environ 4 mois. Et cette route permet à une combustion plus petite d'entrer en orbite lunaire, économisant ainsi le propulseur puis de la masse. SLIM orbitera ensuite autour de la Lune pendant environ 1 mois avant d'effectuer sa tentative de descente et d'atterrissage de 20 minutes dans le but de démontrer une capacité d'atterrissage léger avec une grande précision. SLIM vise entre autres à faire du Japon le 5e pays à atterrir sur la Lune. Le lancement intervient à peine 2 semaines après que l'Inde est devenue le 4e pays à avoir réussi l'atterrissage de la mission Chandrayaan-3 près du pôle sud de la Lune, ainsi que l'atterrisseur russe Luna 25 qui s'est écrasé sur la Lune à la suite d'une manœuvre orbitale ratée. Et l'atterrisseur de 200 kg vise à démontrer un système d'atterrissage petit et léger, une technologie d'atterrissage précise. Le vaisseau spatial utilisera un télémètre laser, un radar d'atterrissage et une caméra de navigation pour la tentative d'atterrissage et transportera 2 moteurs principaux et 12 petits moteurs. SLIM lancera également 2 petites sondes appelées Lunar Excursion Vehicle juste avant l'atterrissage pour enregistrer le site d'atterrissage et démontrer une exploration autonome. Et l'atterrisseur est doté de 5 pieds en treillis d'aluminium écrasable qui aideront à absorber l'impact de l'atterrissage. SLIM transporte une caméra multibande, une caméra spectroscopique pour examiner la composition de la surface ainsi qu'un réseau de rétroréflecteurs laser passifs. Il accomplira ses tâches jusqu'au début de la nuit lunaire, mettant ainsi fin à la mission. Et XRISM passera 3 ans à collecter des données à haute résolution spectrale sur les nuages de plasma chaud enveloppant les galaxies et les phénomènes cosmiques extrêmement énergétiques tels que les supernovas et l'accrétion des trous noirs supermassifs. Les principaux objectifs de XRISM sont d'étudier comment la matière et l'énergie se déplacent à travers les galaxies et d'acquérir des connaissances sur l'évolution de la structure de l'univers. Le spectromètre à rayon X Resolve de XRISM a une particularité. Il fonctionnera à 273,1 degrés Celsius et sera refroidi à l'hélium liquide. Et cette exigence limite la durée de vie de la mission, même si elle peut être prolongée par refroidissement mécanique. Virgin Galactic a complété son 3e vol spatial suborbital avec des astronautes privés à bord le 8 septembre et ça semblait secret. L'avion spatial VSS Unity de la société attachée à son avion mère VMS Eve a décollé du Spaceport America au Nouveau-Mexique puis après s'être séparé de l'avion a atteint une altitude de 88,6 km avant de retourner sur une piste d'atterrissage au port spatial. Et le vol Galactic 3 était la 3e mission commerciale d'Unity après la mission de recherche Galactic 1 du 29 juin et le vol d'astronautes privés Galactic 2 le 10 août. Et il s'agissait également du 4e vol suborbital d'Unity en un peu plus de 3 mois. Galactic 3 était commandé par Nicolas Pessil avec Michael Masucci comme pilote et Beth Mose qu'on connaît bien. Et ça, c'est l'instructeur en chef des astronautes dans la cabine.
Et comme pour le vol Galactique 2 de la société, eh bien, le véhicule transportait également 3 astronautes privés. Mais cependant, la compagnie n'a divulgué l'identité des astronautes privés qu'après l'atterrissage Unity. C'était particulier. Parce que traditionnellement, oui, les missions gouvernementales et privées avec équipage suborbital et orbital lancées depuis les États-Unis ont publiquement nommé l'équipage complet avant le lancement, souvent des semaines ou des mois à l'avance. Mais Virgin Galactic n'a pas expliqué le secret entourant l'équipage. Mais finalement, les passagers étaient Ken Baxter, ça c'est un entrepreneur immobilier de Las Vegas, Timothy Nash, également entrepreneur et aventurier sud-africain, et Adrian Reynard, qui est ingénieur britannique. Mais contrairement aux 2 vols précédents, eh bien Virgin Galactic n'a pas fourni de web diffusion de la mission Galactic 3. Et la société a annoncé que son 4e vol, Galactic 4, aura lieu début octobre. Ils vont essayer de garder une cadence mensuelle, mais oui. L'Agence spatiale européenne, l'ESA, a effectué la rentrée contrôlée sur Terre d'un satellite plusieurs mois d'avance pour montrer l'exemple. Le satellite Aulus de l'Agence spatiale européenne a récemment achevé sa mission en effectuant une rentrée atmosphérique contrôlée au-dessus de l'Antarctique. Et cette rentrée assistée prouve la bonne volonté de l'agence visant à gérer son activité en orbite de manière responsable. À l'époque de la création de ce satellite, tout ce qui évoluait en orbite basse était soumis à la règle des 25 ans, qui les obligeait à revenir dans l'atmosphère après 25 ans. Mais plutôt que de suivre cette règle, l'ESA a choisi de faire revenir le satellite plus tôt afin de réduire les débris orbitaux pour minimiser les risques de collision spatiale. Et le 28 juillet, le petit satellite a allumé son moteur pour effectuer sa rentrée dans l'atmosphère en toute sécurité après avoir été en orbite pendant presque 5 ans. Et après des mois de préparation, l'équipe a accompli son travail, désactivant le satellite et le transférant au bureau des débris spatiaux de l'ESA pour suivre sa descente finale. Et le tweet présente une animation basée sur les 8 dernières images acquises par le radar TIRA de 34 mètres de l'Institut Fraunhofer en Allemagne. Et ces images montrent le satellite secoué alors qu'il arrive au contact de couches de l'atmosphère de plus en plus denses avec sa désintégration. Et pour les contrôleurs au sol, ces images ont validé le succès du dernier allumage moteur du satellite et la conformité de sa trajectoire de rentrée au modèle prévu. C'était une observation précieuse avant sa désintégration au-dessus des régions inhabitées de l'Antarctique. Cette semaine, je vous raconte la mission Gemini 8 lorsque Neil Armstrong et David Scott frôlent la catastrophe. Le 16 mars 1966, les astronautes de Gemini 8 effectuent le premier amarrage spatial au monde, rapidement suivi par la première urgence en vol, mettant leur vie en danger dans la courte histoire du programme américain de vols spatiaux habités. Gemini 8, joint à son véhicule cible Agena, a commencé à tourner. Puis lorsque les astronautes se sont désamarrés, la rotation de Gemini s'est accélérée au point que l'équipage était sur le point de s'évanouir et mourir. Neil Armstrong a dirigé la mission qui devait démontrer l'amarrage spatial, une technique essentielle au programme d'atterrissage lunaire Apollo. Et 40 mois plus tard, il a posé le pied sur la Lune en tant que commandant d'Apollo 11. Et son coéquipier était David Scott, qui deviendra par la suite le pilote du module de commande d'Apollo 9 et, oui, le commandant d'Apollo 15. Et ça, c'était le premier alunissage apportant un véhicule avec lui, rien que ça. L'objectif principal de Gemini 8 était d'amarrer au Agena. Ça, c'est un étage de fusée propulsé par un missile balistique intercontinental Atlas. Et sur Gemini 8, l'objectif secondaire d'Armstrong et Scott était d'acquérir plus d'expérience avec l'activité extravéhiculaire ou EVA. Et ça, c'était une autre technique cruciale pour Apollo. Et Scott devait effectuer la 2e sortie dans l'espace du programme américain. Et le 16 mars à 10h, l'Atlas Agena de la mission a décollé de Cap Canaveral en Floride. Puis après avoir effectué un tour et survolé la Floride, la fusée Gemini Titan 2 d'Armstrong et Scott a décollé. Et 5 minutes plus tard, après avoir subi des forces G très élevées, les deux étaient en orbite. Les astronautes ont rattrapé Agena en 4 orbites, puis environ 6 heures après le décollage, Armstrong et Scott ont accosté. Oui, 27 minutes plus tard, alors que l'Agena exécutait une manœuvre planifiée pour faire pivoter le vaisseau spatial, Scott remarqua qu'il roulait également. Et quand on parle de roulis, c'est vraiment dans cette direction-là, ça tournait. Armstrong a utilisé les propulseurs du Gemini pour arrêter le roulis, mais celui-ci a immédiatement repris puis a commencé à empirer. Un roulis et une chute combinée. Wow! Bientôt, la vitesse de rotation était
tellement grande qu'il était difficile de voir le tableau de bord, imaginez. Les deux avaient peur que l'Agena ne se brise et n'explose, et c'était vraiment pas le bon endroit pour que ça arrive. Estimant qu'une défaillance du contrôle d'attitude sur la cible d'amarrage était probable, ils ont décidé de se désamarrer. Et Scott avait un petit panneau qui lui permettait de contrôler l'Agena. Il l'a réinitialisé au contrôle au sol et a appuyé sur le bouton de déconnexion. Et loin du véhicule cible, eh bien, le Gemini 8 commençait à rouler encore plus violemment. Puis il était devenu évident que le problème était un propulseur bloqué dans le système d'attitude puis de manœuvre orbitale du vaisseau spatial. Incapable d'éteindre les propulseurs individuels et risquant de perdre conscience à cause de la rotation toujours accélérée, eh bien Armstrong a éteint le système d'attitude et de manœuvre orbitale puis a activé le système de contrôle de réentrée ou le RCS. Ça, c'était 2 anneaux de propulseurs qui étaient autour du nez. Après avoir utilisé les 3/4 de leur propulseur RCS, il arrêta la vrille. Et malheureusement, les propulseurs RCS, ils étaient absolument nécessaires après le tir des rétrofusées puis la séparation de l'adaptateur. Les règles de mission imposaient donc un retour immédiat sur Terre. Armstrong savait ce qu'impliquait cette décision, mais il n'avait pas le choix, puis Scott a déclaré plus tard: "Le gars était génial, il connaissait si bien le système. T'es en train de me filmer, man? Ah oui? Je fais la voix. Ah oui, c'est vrai. Le gars était génial. Il connaissait si bien le système. Il a trouvé la solution et a activé la solution dans des circonstances extrêmes. Houston leur a permis de rester en orbite le temps d'un tour supplémentaire afin qu'Armstrong et Scott puissent accéder à une zone d'amérissage d'urgence. Et 1h30 plus tard, ils rentrèrent au-dessus de la Chine communiste, en plein milieu de la zone cible au sud du Japon. La mission a duré 10h41. Un avion C-54 de l'Air Force Rescue a largué 3 plongeurs parachutistes pour installer un collier de flottaison autour du vaisseau spatial. Et ensuite, ils ont attendu 3 heures l'arrivée du destroyer de la marine. Une enquête ultérieure a montré que le propulseur numéro 8 s'était court-circuité, ouvrant les valves des 2 propulseurs liquides qui s'enflammaient au contact comme prévu. Et à partir de Gemini 9, les astronautes disposaient de disjoncteurs pour désactiver des groupes individuels de propulseurs, leur permettant d'isoler un problème potentiel, même si, grâce aux modifications apportées au propulseur, le problème ne s'est plus jamais reproduit. Et malgré l'impossibilité d'effectuer la sortie extravéhiculaire, il faudra se souvenir de la mission d'Armstrong et Scott comme étant le premier amarrage spatial de l'histoire. En fin de semaine, c'était le spectacle aérien de Mirabel. Oui, ça s'appelle Volaria. Puis on est très heureux d'accueillir un festival aérien au Québec parce que depuis l'événement de Québec, tant qu'à moi, c'était les plus beaux souvenirs de ma vie. Eh bien, il n'existe plus malheureusement. Et j'ai eu le plaisir d'assister à ce magnifique spectacle des Thunderbirds américains. C'était pas rien. L'escadron des Thunderbirds, c'est une unité de combat aérien composée de 8 pilotes et leur démonstration aérienne, c'est un mélange de vol en formation et de vol solo. Et la formation en diamant de 4 avions démontre la précision des pilotes de l'Air Force, tandis que les avions solo mettent en valeur les capacités maximales du F-16 Fighting Falcon. Les pilotes effectuent environ 30 manœuvres lors d'une démonstration et l'ensemble du spectacle dure environ 1 heure. La saison dure de mars à novembre. Les mois d'hiver sont utilisés pour former les nouveaux membres. Les pilotes effectuent une mission de 2 ans au sein de l'escadron, tandis que le personnel de soutien en sert 3 à 4. Il y a des remplaçants qui doivent donc être formés pour environ la moitié de l'équipe chaque année, offrant un mélange constant d'expérience. Donc, c'est pas des pilotes qui perdurent constamment, année après année. Il y a du roulement. Ils devraient peut-être penser à faire ça du côté du spatial, les astronautes. Il y en a d'autres qui aimeraient peut-être ça y aller. L'escadron effectue environ 75 démonstrations chaque année, environ 33 spectacles. Et présentement, ils en ont déjà fait 25 et puis il en reste 8 encore pour l'année 2023. Ils n'ont jamais annulé une démonstration en raison de difficultés de maintenance. Et plus de 300 millions de personnes dans les 50 États américains et 58 pays étrangers ont vu les jets rouges, blancs et bleus lors de plus de 4000 démonstrations aériennes. Et en plus de leur responsabilité tant qu'équipe officielle de démonstration aérienne de l'US Air Force, les Thunderbirds font partie de la force de combat des États-Unis. Si nécessaire, le personnel et les avions de l'équipe peuvent être rapidement intégrés dans une unité de chasse à la base aérienne de Neligh au Nevada. Et étant donné que les avions sont légèrement modifiés, ils peuvent être prêts au combat en moins de 72 heures. Les seules modifications nécessaires pour préparer l'avion à son rôle de démonstration aérienne sont l'installation d'un système générateur de fumée qui est normalement réservé au canon 20 mm, puis la peinture aux couleurs de Thunderbird. Si ils vont à la guerre, ils vont se faire voir.
Le Lockheed Martin F-16 est très maniable. C'est l'un des meilleurs bombardiers tactiques de précision et avions de combat au monde, oui. Les Thunderbirds ont été officiellement créés le 1er juin 1953, puis leur premier avion était le F-84G Thunderjet. Et c'est un chasseur bombardier de combat qui avait combattu en Corée. Puis en juin 1956 fut le tour du F-100 Super Sabre qui servira au Thunderbird pendant 13 ans et plus de 1000 démonstrations. Et l'équipe est par la suite passée au Republic F-105 Thunder Chief, mais en 1964, en raison d'une modification importante devenue nécessaire, eh bien les Thunderbirds retournèrent au F-100, ben oui. Et de 1969 à 1973, c'était le tour du chasseur F-4E Phantom. Puis en 1974, le T-38 Talon, qui était le premier avion d'entraînement supersonique au monde, est apparu. Puis au début de 1983, eh bien c'était le fameux F-16 Alpha, qui a permis à l'équipage de conserver ses effectifs et son efficacité énergétique tout en démontrant aux spectateurs les dernières technologies. Et la tournée en Extrême-Orient de 1987 a marqué ses débuts à Pékin, en Chine, la première démonstration militaire américaine dans un pays communiste. Et l'équipe s'est convertie par la suite au F-16C en 1992, mettant ainsi fin à l'ère du F-16A. Et en 2007, eh bien, les Thunderbirds ont visité l'Europe. Le voyage comprenait des spectacles en Pologne, Roumanie, Bulgarie, Italie, France, au Royaume-Uni et en Irlande. Et puis en 2009, les Thunderbirds sont retournés dans la région du Pacifique et se sont produits en Malaisie, Guam, Australie, Corée et Japon. Chaque année est donc une nouvelle opportunité à l'équipe de représenter les aviateurs et travailleurs qui servent l'Amérique et défendre la liberté. C'était beau, ça. À chaque semaine, ou presque, je réponds à une question Cosmos, parce que la semaine dernière, j'ai pas eu le temps, mais v'là 2 semaines, nous avons appris que l'être humain essaie depuis très longtemps de communiquer avec une autre civilisation intelligente ou capter des signaux. Eh bien, cette semaine, je vous demande pourquoi la planète Vénus, la plus près de nous, est-elle si différente de la Terre? La planète Vénus n'était autrefois pas si différente de la Terre. Parfois, des catastrophes naturelles et d'énormes éruptions volcaniques agitaient sa surface et à l'occasion, un astéroïde venait la percuter. Pourtant, environ 1 milliard d'années après sa création, cette planète aurait pu ressembler au paradis. Ce n'est que par la suite que les choses se sont gâtées. Vénus, qui avait apparemment tout d'une planète paradisiaque, s'est transformée en enfer. Mais c'est parce qu'une fois que le mécanisme est enclenché, c'est impossible de revenir en arrière. Vénus n'a plus d'océan depuis très longtemps. Sa surface est tellement brûlante qu'on pourrait faire fondre du plomb. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est une question. Je m'excuse parce que Vénus est 30% plus proche du Soleil que de la Terre. Bel essai, mais c'est pas pour ça. Vénus est totalement recouverte de nuages d'acide sulfurique, ce qui empêche les rayons de soleil d'atteindre la surface. Alors logiquement, Vénus devrait être plus froide que la Terre. Alors pourquoi? C'est une fournaise. Tout simplement parce que les quelques rayons du soleil qui parviennent à franchir sa couverture nuageuse n'arrivent pas à repartir. Leur énergie est emprisonnée par l'atmosphère chargée en dioxyde de carbone. Ce gaz, le fameux CO2, agit comme un couvercle et conserve la chaleur. Et malgré que personne ne brûle de charbon ou ne conduit de gros 4x4 sur Vénus, il y a du CO2. Et la nature peut très bien détruire l'environnement sans l'aide d'une vie intelligente. Ou d'une vie pas intelligente. Ouais, ou pas. Vénus est victime d'un effet de serre devenu incontrôlable et la pression atmosphérique à sa surface est trop intense. Voici l'épave de Vénéra 13. Ben oui, parce qu'en 1982, les scientifiques et les ingénieurs de ce qui était alors l'Union soviétique ont réussi à poser cet engin sur Vénus. Et son système de refroidissement lui a permis de tenir 2 heures, c'est tout, imaginez. Et durant lequel, il a eu le temps quand même de photographier ce qui l'entourait et a retransmis les images à la Terre avant que l'électronique embarquée ne grise sous l'effet de la chaleur. Lors de leur formation, Vénus et la Terre avaient une quantité équivalente de carbone, mais elles ont suivi des évolutions totalement différentes. Et dans les 2 cas, le carbone a joué un rôle décisif, je vous explique. Sur Vénus, le carbone est presque entièrement sous forme gazeuse, c'est du CO2 dans l'atmosphère. Mais sur Terre, la plupart du carbone a été stocké au cours des années dans des magnifiques coffres-forts géologiques, comme par exemple dans ces roches que forment ces falaises blanches sur les rives anglaises de la Manche. Mais quelle merveille! Son créateur, une créature 1000 fois plus petite qu'une tête d'épingle. Imaginez des centaines de milliards d'algues unicellulaires. En gros, les volcans ont saturé l'atmosphère de dioxyde de carbone que les océans ont absorbé progressivement. Puis au fil des millions d'années,
créé les algues microscopiques, ont récolté le CO2 et l'ont métabolisé en minuscules coquilles. Et celles-ci se sont accumulées et ont créé d'épais dépôts de craie ou calcaire au fond des océans. Puis plus tard, les soubresauts de la Terre ont fait remonter les fonds marins et émerger ces immenses falaises. Il y a d'autres créatures marines qui ont également utilisé le dioxyde de carbone pour former d'épais récifs de corail et les océans ont également converti en calcaire le CO2 dissous dans l'eau sans l'aide de la vie. Mais au final, il est resté qu'une trace de ce gaz dans l'atmosphère de notre planète. Oui, pas même 0,03 ou si vous préférez 3 molécules sur 10 000. C'est pas beaucoup, là. Et ça fait toute une différence entre une planète où règne l'enfer avec celle capable d'accueillir la vie. Et privée de CO2 atmosphérique, la Terre serait une planète complètement gelée. Mais si on doublait la quantité dans l'air, donc 6 molécules pour 10 000, la chaleur serait vraiment inconfortable et nous aurions de sérieux problèmes. Et du côté de Vénus, elle a perdu ses océans il y a des milliards d'années, puis sans eux, le CO2 de la planète n'a pas pu être capturé et stocké sous une forme minérale. Le dioxyde de carbone émis par les volcans continue à s'accumuler dans l'air, puis au point qu'aujourd'hui, l'atmosphère de Vénus est 90 fois plus dense que la nôtre et composée presque entièrement de ce gaz à effet de serre. Voilà pourquoi cette planète est un enfer impossible à la vie. En comparaison, la Terre est pleine de vie. Elle respire, mais très doucement. Une seule de ses respirations prend une année entière. Les forêts sont en grande partie ses poumons qui se trouvent en grande majorité dans l'hémisphère nord, c'est ici. Et quand arrive le printemps, elle absorbe le CO2 et couvre tout le paysage de vert. Et la quantité de CO2 atmosphérique diminue. Et en automne, les feuilles tombent, comme bientôt, et se décomposent en libérant le CO2 à nouveau dans l'air. Et le phénomène se produit dans l'hémisphère sud avec 6 mois de décalage, mais cette région est surtout composée d'océans. Alors, c'est surtout nos forêts du nord qui contrôlent la variation de CO2 dans l'atmosphère. La Terre respire ainsi depuis des dizaines de millions d'années. Le seul problème, c'est que le CO2 augmente constamment. Une planète de la grosseur de notre point bleu pâle se cacherait aux confins de notre système solaire. C'est pas la première fois qu'on entend parler de ça, mais je vous en parle quand même. Notre système solaire comprend 8 planètes et nous le savons. C'était 9 quand j'étais au primaire, mais ça, on passe. Parce que depuis très longtemps, les scientifiques sont à la recherche d'astres lointains orbitant autour du Soleil. Mais voilà que les Japonais affirment avoir prédit l'existence d'une nouvelle planète. Et rien que ça! Pluton, c'est du passé. Avec l'amélioration de nos télescopes, de plus en plus d'astres ont été découverts. C'est pourquoi la communauté d'astrophysique a décidé de revoir et mettre à jour la définition d'une planète. C'est quoi? Il y a 3 conditions pour être une planète. Alors, c'est quoi? Je vais le dire, là, on se calme. Il faut être en orbite autour du Soleil, il faut être assez gros pour avoir une forme sphérique, il faut être également assez massif pour nettoyer sa zone d'influence gravitationnelle. Puis le statut de Pluton a été revu à cause de la 3e condition. Elle est maintenant reclassée comme planète naine en intermédiaire entre simples astéroïdes et véritables planètes. Bref, dans une étude qui a été publiée le 25 août, nous pouvons retrouver le résultat d'observation d'objets se situant dans la ceinture de Kuiper. C'est que certains corps semblent avoir des trajectoires improbables. Ça veut donc dire, selon eux, qu'il y a de la présence d'une planète. La ceinture de Kuiper, qui est très éloignée et qui encercle notre système solaire, est composée de petits corps et peut-être même d'une planète. Et les astronomes basés au Japon ont noté l'existence des trajectoires irrégulières dans la ceinture de Kuiper. Et de 2013 à 2017, l'organisation a scruté des parties bien spécifiques du ciel, modélisant et calculant le comportement de certains objets évoluant plus loin que l'orbite de Neptune. Et les scientifiques ont émis l'hypothèse que ces corps pourraient être influencés par la force gravitationnelle de la planète inconnue. Mais attention, c'est loin d'être la première fois. Selon eux, elle serait plus massive que la Terre, peut-être même la 9e planète, mais oubliez la vie. Mais comment prouver son existence? La voir, c'est pratiquement impossible, et bien trop éloigné. Et bien sur Terre, un télescope de 10 mètres de diamètre pourrait suivre un corps de magnitude 25 avec au moins 1 heure d'observation. Et l'orbite de cette planète fictive, c'est pas un cercle parfait, là, c'est elliptique. Quand il est au plus près, on aurait une magnitude entre 18 et 25. Puis une magnitude, c'est son niveau de... Brillance? C'est ça, brillance. L'étude s'avère prometteuse pour apprendre sur les objets gravitant dans la ceinture de Kuiper, mais une 9e planète au-delà de la ceinture de Kuiper... spéculation demeure, toujours pas de preuves scientifiques. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.
Et ça complète votre actualité spatiale chaude de la semaine. Hey, je suis toujours heureux de vous retrouver. Merci de permettre à mon projet passionnant de vivre. Oui, n'hésitez pas à partager. Quand j'ai partagé, c'est pas nécessairement mes vidéos, c'est pas une business, mais c'est de vos nouvelles connaissances, c'est ça qui compte. Donc, comme disait Confucius cette semaine, ne vous souciez pas de n'être pas remarqué. Cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable. C'est ça qui compte. N'oubliez pas ce ciel merveilleux. Il y a une comète présentement, Nishimura, qui se rapproche de la Terre et pourrait être visible à l'œil nu. Alimentez vos passions. Vous avez le droit de rêver. Et puis, n'oubliez pas d'être Blue Dot. Parce que le futur, ça commence maintenant. Autopilot activated.